Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Vers une modification de la loi E20, cette nuit, les députés ont à leur tour adopté un amendement sénatorial qui assouplit la publicité pour l'alcool. Satisfaction du monde vinicole, coup dur pour la santé, répond la ministre Marisol Touraine. Barça Gate, Manuel Valls remboursera. Le Premier ministre en visite à La Réunion a souhaité éteindre la polémique sur son aller-retour à Berlin aux frais de la République. Sortie affaiblie de cette séquence, analyse dans ce journal. Les maires au pied du mur, les 200 communes qui ne respectent pas les 25% de logements sociaux s'exposent à des sanctions du gouvernement. Elles pourraient aller jusqu'à la réquisition. Débat à suivre dans un instant. Mais avant de développer tous ces titres, on vient de l'apprendre, le Conseil constitutionnel a invalidé l'élection de 4 sénateurs. Parmi eux, Emery de Montesquieu, sénateur UDI du Gers, François Aubé, socialiste, Calvados, Jean-Patrick Courtois, les Républicains, sénateur de Saône-et-Loire, et Pierre Jarlier, sénateur UDI-UC du Cantal. Alors, pour en parler, Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Pourquoi cette décision du Conseil constitutionnel? Tout simplement parce que c'est la première application de la loi sur le financement électoral. Cette loi, elle avait été votée par les députés, elle n'existait pas pour les sénateurs. Les députés ont décidé de la renvoyer jusqu'aux sénateurs. Les sénateurs ont accepté. Voilà, première application. D'après le Conseil constitutionnel, il s'agit d'une faute manifeste. Faute pourquoi? Parce que les comptes de campagne étaient rejetés. Tout simplement parce que quand vous faites une campagne électorale, vous payez, tout doit être payé par un mandataire. Un mandataire, c'est une personne clé. Cette personne clé dans une élection, c'est elle qui est en charge de la somme que vous êtes allouée pour faire cette élection. Les sommes, visiblement, ont été largement dépassées. Pour l'un des sénateurs, on parle même de 80% d'augmentation par rapport à la somme qui était allouée. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel accepte une petite tolérance, à peu près 5% de dépassement, et pour certains, donc 80, on est donc bien au-delà. Deuxième point, ils ont vu qu'il y avait des irrégularités substantielles qui n'avaient pas été payées donc par ce mandataire. Et donc, pour eux, cette faute manifeste implique donc l'application de la loi. Cette loi, elle est très simple. Ils sont démissionnés, inéligibles pour un an. Démissionner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus sénateurs. Il va donc y avoir ce que l'on appelle des législatives partielles, des élections partielles dans les départements, des sénatoriales, dans un délai de 3 mois. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a réagi ce soir sur une télé. Il rend hommage à ces sénateurs. C'est la loi, dit-il, même s'il la trouve, la lecture de la part du Conseil constitutionnel, beaucoup trop rigide. Merci beaucoup Mickaël. Et puis le Conseil constitutionnel a également en partie validé la réforme du Sénat mise en place par Gérard Larcher. Il a néanmoins formulé quelques réserves sur des dispositions qui concernent notamment le temps de parole en séance. On y reviendra plus en détail à 22h. Nous vous en parlions dès lundi. Les députés ont donc suivi l'avis des sénateurs. Dans la nuit, ils ont modifié en commission la loi E20. Elle limite très fortement la publicité pour l'alcool depuis près de 25 ans. Un coup dur pour la santé publique, selon la ministre Marisol Touraine, Julie Hulin. C'est par son amendement qu'est arrivée la polémique il y a un peu plus d'un mois. Gérard César, sénateur des Républicains. Il menaçait même de boycotter la venue de François Hollande sur le Salon mondial des vins dimanche prochain. Cette nuit, l'Assemblée lui a donné raison, adoptant son amendement distinguant information et publicité sur l'alcool. Pourtant, depuis quelques jours, le gouvernement était monté au front pour défendre la loi E20. Marisol Touraine, Stéphane Le Foll et encore cette nuit en commission, Emmanuel Macron. Je voulais prendre la parole pour vous demander de ne pas voter cet article. Mais contre l'avis du gouvernement, les députés ont maintenu cette nuit l'amendement litigieux. Parmi eux, des socialistes très tranchés. Moi, je suis favorable à l'article tel qu'il a été justement rédigé par le Sénat. Le grand intérêt de cet amendement, c'est de faire évoluer très à la marge la loi E20 en fonction de nouvelles potentialités de valorisation de la viticulture. Un article qui est, je crois, tout à fait mesuré et qui, encore une fois, ni dans l'esprit ni sur le fond, à mon sens, ne remet en cause une loi qui est une loi fondatrice en matière de santé publique. Aujourd'hui encore, Claude Évin, le créateur de la loi, s'est déclaré très inquiet pendant que la ministre de la Santé exprimait toute son incompréhension. Je suis en colère lorsque je pense aux 50 000 personnes qui, chaque année, meurent à cause d'une consommation excessive d'alcool. Et je souhaite très sincèrement que la suite du débat parlementaire permette de rétablir la loi E20. Le débat se poursuivra mardi prochain à l'Assemblée nationale lors de la seconde lecture en séance publique du projet de loi Macron. Des amendements de suppression devraient à l'occasion être déposés.
Et nous sommes en ligne avec Gérard César. Bonsoir, sénateur Les Républicains de la Gironde. Alors comment avez-vous accueilli ce vote en commission des députés? Ils ont finalement confirmé votre amendement. Oui, c'est l'amendement du Sénat, parce qu'il a été voté par l'unanimité des sénateurs, quel que soit leur groupe. Et je pense que c'est une ouverture par rapport justement à la différence entre publicité et communication. Il est important que les régions viticoles puissent communiquer davantage sans que les journalistes qui font les articles soient condamnés par les tribunaux. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir... Alors je suis bien sûr comme mes collègues pour la loi E20, nous sommes pour la modération et on se rend compte que la loi E20 n'a rien réglé au problème malheureusement de l'alcoolisme, en particulier le binge drinking, c'est-à-dire... prendre de l'alcool le samedi soir et s'arsouiller le plus vite possible. Oui, mais juste... C'est important de le souligner. Mais justement, est-ce que vous avez conscience que pour le jeune public, il est peut-être difficile de faire cette distinction entre information et communication? La frontière est assez ténue entre les deux termes pour les jeunes. Oui, mais voyez, vous avez des journalistes, des journaux qui ont été condamnés comme le Parisien et Paris Match parce qu'ils ont fait des articles. Je prends un exemple de Girondin. Il y a une jeune qui faisait une communication donc sur la région viticole en disant boire moins. Eh bien, le slogan a été obligé d'être retiré par le CSA. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec la loi E20, il faut y toucher modérément, comme la consommation d'ailleurs. Et c'est pour ça que la loi E20 reste telle qu'elle est, mais il y a un amendement qui a été voté, modifiant une partie technique pour pas que les journalistes soient condamnés par les tribunaux. Excusez-moi, je suis dans le train, c'est pour ça que c'est pas très bon. Eh bien, merci en tous les cas, Gérard César, pour cette première réaction. Les lois votées par le Parlement sont-elles bien appliquées? Comme chaque année, les sénateurs ont débattu de l'application des lois ce matin. Avec 55% des lois votées déjà appliquées, la situation est stable. Mais de nombreux retards dans la parution des décrets sont encore à déplorer. Quentin Calmy. C'est un vrai face-à-face. D'un côté, les représentants de toutes les commissions du Sénat et de l'autre, leur ministre de référence, Jean-Marie Le Guen. Pour la 5e fois à la Haute Assemblée, c'est l'heure des comptes, l'heure de vérifier que la loi votée au Parlement est bien entrée en vigueur. Il y a la législation, légiférer, construire, mais il y a aussi contrôler. Contrôler l'action du gouvernement, c'est une de nos missions essentielles. À la Commission des finances, nous sommes attachés à ce contrôle, sur pièce et sur place. Et c'est à nous de vérifier si les choses sont appliquées et si elles ne le sont pas, de faire en sorte que le gouvernement en soit saisi et d'œuvrer en la matière. Je veux dire que c'est notre travail de base. Globalement, la situation est satisfaisante, avec 55% des lois votées déjà appliquées. Un taux stable, tout comme le délai moyen d'application de la loi, qui est de 8 mois. Mais pour autant, les sénateurs pointent du doigt des retards de parution de nombreux décrets d'application, comme par exemple une des dispositions de la réforme pénale, loi votée l'été dernier. En particulier, peut-être disposez-vous d'éléments d'information sur le décret en Conseil d'État prévu à l'article 35 de la loi. Cette mesure, qui n'est pas adoptée encore, doit pourtant permettre de rendre effective la faculté donnée aux officiers de police judiciaire d'effectuer sur autorisation du procureur des transactions pénales. Il n'est tout de même pas anodin dans le dispositif législatif dont il est question. Autre reproche formulé au gouvernement, l'inflation législative et la surcharge de travail parlementaire. Pourtant, l'exécutif n'entend pas ralentir le rythme. Le Parlement travaillera jusqu'au 23 juillet, une session extraordinaire, désormais habituelle depuis 2007. Au lendemain du rejet du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le détournement du crédit d'impôt recherche, la sénatrice communiste Brigitte Gonthier-Maurin dénonce une omerta sur le sujet alors que le dispositif coûte 6 milliards d'euros par an. Elle entend demander la publication de son rapport. Flora Sauvage. Un rapport relégué aux oubliettes. Lors d'une conférence de presse ce matin, la rapporteure de la commission d'enquête sur le crédit impôt recherche a dénoncé la volonté d'enterrer son travail. Dans son rapport, qui a été rejeté mardi dernier en commission, elle dénonçait le détournement du crédit impôt recherche, un outil fiscal de soutien à la recherche et au développement des entreprises. Cette dépense publique représente près de 6 milliards d'euros par an et elle bénéficie à 20 000 entreprises privées.
Pour cette sénatrice communiste, ce dispositif manque de transparence. Les responsables des grands groupes n'aiment pas trop qu'on vienne s'occuper de leurs affaires, surtout quand ils touchent du crédit impôt recherche qui n'acquittent pas d'impôt sur les sociétés dans notre pays, mais qu'en parallèle, ils réduisent l'emploi et qu'ils servent des dividendes à leurs actionnaires. Voilà la raison, je crois. Ils ne veulent pas qu'on regarde ça. Pour le président de la commission d'enquête, le crédit impôt recherche remplit sa mission en toute transparence. Et il refuse l'idée selon laquelle ce dispositif s'apparente à une niche fiscale pour les entreprises. Est-ce que vous souhaitez que tous les centres de recherche de ce pays aillent s'installer ailleurs que dans ce pays? Car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le crédit impôt recherche est un des éléments attractifs qui font en sorte qu'on garde encore beaucoup de centres de recherche. Est-il pas scandaleux de dire dans un rapport comme celui-ci qu'ils viennent uniquement pour profiter du crédit impôt recherche alors qu'ils viennent essentiellement parce qu'ils ont un marché potentiel? De son côté, le gouvernement considère le dispositif attractif pour le pays, une niche fiscale qui représente quelque 0,25% du PIB. À peine arrivé sur l'île de la Réunion pour une visite de 48 heures, Manuel Valls s'est expliqué sur la polémique suscitée par son aller-retour dans un Falcon de la République pour assister à la finale de la Ligue des Champions en compagnie de ses enfants. Le Premier ministre a décidé de rembourser. On l'écoute. Si c'était à refaire, je ne le referai pas. Et pour lever toute ambiguïté, tout doute, j'ai décidé d'assumer la prise en charge du voyage pour mes 2 enfants, c'est-à-dire 2 500 €. Mesdames, Messieurs, notre pays n'a pas besoin de polémiques inutiles. Oriane Mancini nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Oriane. Bonsoir Delphine. Alors cette déclaration met-elle fin à la polémique? Pour Manuel Valls, oui, en tout cas Delphine, c'était le but de cette déclaration ce matin, dès son arrivée sur l'île de la Réunion, éteindre l'incendie. Mais la déclaration de ce matin était en demi-teinte. Certes, il s'est engagé à payer le voyage de ses enfants. Certes, il a dit que si c'était à refaire, il ne le referait pas. Mais jamais il n'a prononcé le mot d'erreur et encore moins de faute. Alors Delphine, plus tard dans la journée, le Premier ministre est allé plus loin dans son mea culpa. C'était chez nos confrères de Réunion Première. Je reconnais évidemment qu'il y a eu une erreur de communication, une erreur de sensibilité. Et je le reconnais, je pense qu'un responsable politique, il est fait aussi de sang, de chair, et il est capable de sensibilité et de comprendre ce qui se passe autour de lui. Erreur, le mot est lâché, mais le Premier ministre maintient, il n'y a eu aucune faute. Est-ce que c'est un tournant pour Manuel Valls? C'est un tournant dans son attitude, déjà Delphine. Jusqu'à aujourd'hui, Valls faisait du valse. Il est resté sourd aux critiques pendant ces 4 jours. Et ce matin, changement d'attitude. Manuel Valls a sans doute compris qu'en se taisant, il laissait enfler la polémique. Un sondage l'a aussi peut-être fait réagir. 77% des Français se sont dit choqués par ce voyage à Berlin. Je suis à l'écoute des Français, a dit Manuel Valls, soucieux de ne pas écorner son image. Je veux être impeccable et sérieux, car le risque était bien là, Delphine. Jamais Manuel Valls n'a été attaqué ni sur des questions de comportement ni sur des questions de morale. Et c'est pourquoi il a tenu à préciser « J'ai voulu clarifier les choses car il n'y a rien de pire que le doute ou la suspicion ». Est-ce que c'est un tournant sur le plan politique? Mais ce qui est sûr, c'est que ça a éclipsé sur le plan politique la réussite du congrès de Poitiers et l'unité affichée des socialistes. Cette polémique a aussi éclipsé les annonces de Manuel Valls en faveur de l'emploi pour les TPE et les PME et la volonté de l'exécutif de montrer qu'il se préoccupait du problème numéro 1 des Français, le chômage. Manuel Valls voulait montrer qu'il tenait son cap réformateur. Il se retrouve dans la tempête. Au lieu de parler du fond et de sa politique, il se retrouve à se justifier sur son comportement. Il en est conscient et il le dit, si je n'avais pas mis fin à cette polémique, elle m'aurait poursuivi. Merci beaucoup Oriane. Un coup d'accélérateur pour le tourisme. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, annonce la création d'un fonds d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros. Il doit permettre aux hôteliers d'emprunter pour améliorer l'accueil des touristes et développer le numérique. Nouvelle grève des hôpitaux de Paris qui en appelle à François Hollande pour sortir du conflit sur les 35 heures. Plusieurs milliers d'agents des hôpitaux de Paris étaient dans la rue cet après-midi en direction de l'Elysée pour que le chef de l'État prenne en main ce dossier des 35 heures. Dans l'impasse totale selon les syndicats, écoutez cette infirmière, elle explique les raisons du conflit. Moi, en tant qu'infirmière, j'ai travaillé 7 jours d'affilée, avec 2 jours de repos après. Moi, je ne veux pas revenir à ça. Les RTT, ça nous coupait la semaine de 7 jours. Martin Hirsch, il veut revenir à l'ancien système. Nous, on ne veut pas. C'est trop dur en ce moment dans les hôpitaux, trop dur. Et
les malades sont très lourds, beaucoup plus lourds qu'avant, parce qu'ils viennent dans des états beaucoup plus avancés dans leur maladie. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. L'État a décidé d'employer la méthode forte face aux maires qui n'atteignent pas leur quota de logements sociaux. Après les sanctions financières, le gouvernement brandit la menace de la réquisition et de la préemption. Jérôme Rabier. Le gouvernement hausse le ton face aux communes qui rechignent à construire des logements sociaux. Après avoir augmenté les pénalités, l'État veut désormais priver les maires de certaines de leurs fonctions symboliques et le gouvernement affiche sa détermination. Ceux qui ne bougent pas dans ce domaine-là, c'est le passager clandestin. C'est celui qui laisse les autres faire le travail et qui essaye de se préserver de tout effort. Et ça ne peut pas marcher. Tout le monde doit faire des efforts. Sur les 1200 communes soumises à la loi SRU, qui impose 25% de logements sociaux, plus de 200 ne respectent pas leurs obligations. Le gouvernement les menace désormais de leur retirer le pouvoir de délivrer des permis de construire. Pouvoir important du maire, il serait confié au préfet. Un préfet qui pourrait aussi préempter les biens en vente ou les terrains constructibles pour y construire des HLM. Le représentant de l'État pourrait même réquisitionner des logements vacants pour y installer des locataires du parc social, une mesure envisagée seulement dans la dizaine de villes les plus réfractaires. Après les sanctions financières, que certaines villes préfèrent payer plutôt que d'être en conformité avec la loi SRU, le gouvernement accélère pour remédier au manque de logements sociaux. 1,7 million de personnes attendent en effet une place dans le parc social. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. David Rachline, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur-maire Front National de Fréjus. Merci d'être avec nous. J'accueille également sur ce plateau Stéphane Gatignon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Sevran, en Seine-Saint-Denis, maire Europe Écologie Les Verts. Merci d'être avec nous. Et Philippe Dallier est également avec nous, sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis. Vous êtes maire des Pavillons-sous-Bois. Merci d'être sur ce plateau. David Rachline, cette question des logements sociaux, vous en aviez fait votre priorité à votre arrivée à la municipalité de Fréjus. Vous êtes déjà sanctionné financièrement pour non-respect de la loi SRU. Alors que pensez-vous de cette nouvelle menace du gouvernement? Non, moi d'abord, ça fait un an que je suis là, donc je ne peux pas être sanctionné. C'est mes prédécesseurs qui sont sanctionnés, mes prédécesseurs de l'UMP. J'en subis aujourd'hui les conséquences. En effet, j'avais dit pendant ma campagne et en arrivant aux responsabilités que je n'étais pas hostile à l'idée de construire des logements sociaux. Néanmoins, je ne pense pas qu'il faille que ce soit que l'État se comporte comme l'URSS, à savoir qu'il régisse tout, qu'il nous explique combien, à quel endroit, etc. Je pense que les maires doivent pouvoir garder une certaine liberté. Manifestement, on va évoluer dans un cadre de plus en plus contraint et je le regrette. Les maires sont des élus, ils prennent leurs responsabilités. Ils sont élus par des habitants d'une ville qui les jugent, qui votent pour un maire qui a des compétences en matière de finances, en matière de sécurité et aussi en matière de logement. C'est à eux de juger, pas forcément un préfet. Stéphane Gatignon, si on ne passe pas en force, on officialise le ghetto, c'est ce qu'a dit le député maire socialiste de Sarcelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Pupponi? Plutôt, moi je me suis déjà prononcé, parce que c'est quand même une vieille loi maintenant, donc qui date de 2002, 2003, on est près de 12 ans après, 2002 Oui, 2000. 2000 même, excusez-moi. 2000. Qui a été modifié par la loi donc voilà, moi je pense qu'il faut respecter la loi. Moi je suis pour que les maires qui ne respectent pas soient y compris inéligibles. Alors évidemment pas lorsqu'on vient d'arriver, mais à un moment, ça fait maintenant des années que la loi a lieu, il faut qu'on ait de la cohérence. Si on veut combattre les ghettos, il faut aussi répartir les richesses, mais aussi les populations humbles et tout le monde, et construire des bons logements partout pour les gens. Voilà. Et on voit bien en Ile-de-France, par exemple, et notamment dans la zone dense parisienne, où on n'a toujours pas réduit le fossé entre l'Est et l'Ouest, et à tous les niveaux. Philippe Dallier, sur cette question, des réquisitions, des préemptions envisagées par l'État, une nouvelle menace, qu'en pensez-vous? D'abord, le fait que le préfet puisse, dans les communes qui sont carencées, utiliser le droit de préemption à la place du maire, ça existe depuis des lustres. L'État n'est jamais allé jusque-là. Bon, peut-être aurait-il dû le faire, donc ça n'est pas une nouveauté. Ceci étant dit, cette loi SRU, elle a quand même des défauts. Elle s'applique à la Seine-Saint-Denis comme à la Creuse. Et donc, parler de mixité sociale en Seine-Saint-Denis, comme on en parlerait dans la Creuse, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc considérer qu'un pourcentage de logements
suffirait à traduire la réalité sociale d'une commune, c'est une erreur. Voilà, moi je le dis et je le répète, je le dis d'autant plus à l'aise que ma ville n'est pas une ville carencée, qu'elle a toujours respecté ses objectifs. Ceci étant dit, il faudrait pouvoir différencier les traitements en fonction des situations. Et la loi telle qu'elle a été votée et encore plus modifiée par Cécile Duflot, elle met tout le monde dans le même paquet et ça devient effectivement extrêmement compliqué, notamment dans les zones tendues. Bon, mais ceci étant dit, il faut que chacun participe à l'effort. Moi, vis-à-vis des maires qui refusent absolument, et il y en a, mais très peu, il y en a peut-être une poignée. Alors, le gouvernement dit qu'il va s'attaquer à une dizaine. Il y a 200 communes qui sont vraiment dans le collimateur, qui sont très carencées. 200 communes carencées, mais il y en a une petite poignée qu'on entend régulièrement. Mais que l'État, effectivement, utilise tous les moyens de la loi vis-à-vis de cela, moi, je n'ai rien à dire. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que pour les autres, on soit plus dans le contrat entre les communes et l'État que dans le coup de bâton. Parce qu'au moment où on réduit les dotations aux collectivités locales de manière drastique, vous m'expliquerez comment on fera pour construire les équipements publics qui doivent aller avec les logements et si possible être construits avant les logements. Donc tout ça c'est compliqué et on est souvent dans le blanc et noir et ça n'est pas très bien. Oui, David Rachline, sur ce que vient de dire Philippe Dallier, notamment bien sûr cette différence entre territoire peuplé et territoire urbain. On peut partager ce qui vient d'être dit, mais vous savez, moi ce que je crois surtout, c'est que l'État devrait avoir un certain nombre de priorités avant de venir dire aux maires ce qu'ils doivent faire. Par exemple, il y a une directive européenne qui date de 2003 et qui nous explique que les logements sociaux doivent par priorité, dans un certain nombre de cas, être réservés aux demandeurs d'asile. Et ce sont des cas qui sont manifestement, et particulièrement en Ile-de-France, de plus en plus nombreux, sans que cela gêne manifestement l'État, qui devrait, dans ce domaine-là, par exemple, appliquer la priorité nationale, qui devrait dire, bon, bah, à un moment donné, quand on n'a plus de logements sociaux, il est peut-être temps de mettre un frein à la pression migratoire, mettre un frein à l'immigration massive et incontrôlée que nous connaissons dans notre pays depuis des années, puisqu'on sait bien que seuls 5% des immigrés qui arrivent dans notre pays arrivent avec un contrat de travail. Les autres sont donc à la charge de la société française et passent devant, bien souvent, un certain nombre de nos compatriotes qui sont pourtant les plus fragiles. Il faut bien leur trouver un logement, l'actualité récente nous l'a rappelé, David Rachline. Vous avez raison, mais peut-être pour les Français en priorité. Ce serait ça qui serait, à mon avis, logique. Si les débats partent comme ça, c'est vrai que ça va être dur de s'en sortir. Je pense que la crise du logement est telle, quand on parle de choses infini-décimales, c'est voilà, la crise du logement est telle qu'aujourd'hui il faut construire. On ne peut pas construire les logements sociaux toujours au même endroit. Il faut aussi mixer les populations. Tout le monde en parle, mais faisons-le. De peuplement, c'est ce qu'avait dit le Premier ministre. Il souhaitait justement, après son comité interministériel sur l'égalité et la citoyenneté, mettre ce système en place. Oui, mais on attend toujours de... Oui, on va vous apporter un verre d'eau, Stéphane Gatignon, Philippe Dallier, sur la politique de peuplement. Intéressante dans les propositions de la ministre qui ont été publiées, c'est effectivement de demander aux bailleurs sociaux d'avoir une véritable radiographie de leur patrimoine immeuble par immeuble. Parce que je dis, moi, depuis longtemps qu'effectivement, la mixité sociale, ça doit se traiter à la cage d'escalier, à l'immeuble, au quartier, et puis à la zone urbaine dense ou à la métropole quand on est dans une métropole. Parce qu'effectivement, les attributions de logement aujourd'hui, que ce soit par la préfecture et parfois par certaines communes, on a l'impression qu'on ne tient pas assez compte de ce qu'est la mixité sociale ou de ce qu'elle devrait être. Et résultat, effectivement, on a des quartiers entiers où il n'y a que des gens qui sont avec des ressources très faibles et ça pose des difficultés. Alors Stéphane Gatignon, allez-y. Oui, il faut répartir différemment le logement, notamment en Ile-de-France, dans la zone dense, ça c'est évident. Et donc, parce que derrière, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Dallier, plus on va construire, plus on a besoin, nous les communes, d'avoir des écoles, des lieux sportifs, d'éducation et tout. Aujourd'hui, la question des ghettos, c'est ça. C'est qu'en même temps, on continue de construire chez nous, et puis en parallèle, on a besoin, et on n'arrive pas à avoir les moyens pour assurer derrière le b.a.-ba des écoles et tout ça. Donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui qui est posé, qui pose aussi la question de la répartition des richesses entre les collectivités locales, qui pose la question du Grand Paris pour nous et du blocage aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne peut plus être dans cette France immobile quelque part. On a l'impression que tout s'arrête. Et alors que là, aujourd'hui, il faut avancer. David Rachline, peut-être effectivement, sur ces politiques de peuplement installer des pauvres dans les villes riches. Oui, il paraît que c'est effectivement la direction que l'on prend, mais moi j'en suis extrêmement inquiet. Nous l'avons dénoncé, cette politique de peuplement, parce que on sait bien ce qu'il va être fait à cette occasion. Je parlais de l'immigration tout à l'heure. Évidemment que ce sont des gens fraîchement arrivés sur notre territoire qui seront, en tout cas pour l'essentiel, concernés. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels l'État pourrait agir en matière de spéculation, par exemple. L'État ne fait pas grand-chose pour lutter contre la spéculation immobilière. Dans ce domaine-là, il a beaucoup à faire. Il y a toute une série de sujets
sur lesquels il pourrait agir, et il préfère essayer d'expliquer aux maires ce qu'ils doivent faire. Je ne dis pas qu'ils sont tous parfaits, les maires, il y en a un certain nombre qui traînent un petit peu la patte, c'est certain. Encore une fois, on l'a dit, il faut un cadre légal sans doute, mais de là à prendre les armes, en quelque sorte législatives, telles qu'ils le font manifestement, je pense qu'ils vont trop loin et qu'il faut un petit peu de liberté pour des élus responsables que sont les maires. Le problème aujourd'hui quand même, nous notamment, on est dans des territoires où on dit à tout le monde qu'il faut respecter la loi. Et je pense que quand on est élu, on est les premiers à devoir respecter la loi. Et je pense que comme une loi est là depuis longtemps écrite, qui dit qu'il faut respecter un certain nombre de critères qui ne sont pas non plus durs à ce point-là, quoi. Je veux dire, depuis des années, tout un tas de villes auraient pu faire... Oui, certains élus se réfugient derrière un problème de foncier disponible aussi. Stéphane Gatignon. C'est une réponse hypocrite, je vous vois sourire. Non, bien sûr, il faut arrêter ça. Ça va être des petits cas, mais très peu, c'est pas 200 communes comme ça. Il y a parfois des problèmes de foncier, mais bon, c'est assez rare qu'on soit dans l'incapacité absolue de faire. Ça, je pense que c'est assez rare. Ceci étant dit, il y avait une loi qui a été votée en 2000, qui donnait 20 ans aux communes, jusqu'en 2020, pour effectivement atteindre le taux de 20%. Or, l'année dernière, Cécile Duflot, enfin même en 2013, Cécile Duflot a fait passer ce taux de 20 à 25%, avec seulement 5 années supplémentaires. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que pour la période triennale en cours, jusqu'en 2016, la plupart des communes vont respecter leurs obligations. Après, ça va être extrêmement difficile. Moi, il faudrait que je sorte entre 5 et 600 logements sociaux par période de 3 ans. Ma commune est en plein milieu de la Seine-Saint-Denis, et elle a déjà gagné 30% de population depuis 1995. Ça va devenir impossible. Voilà pourquoi je dis qu'il faut plutôt aller vers le contrat entre l'État et un contrat adapté au terrain entre l'État et les collectivités locales. Sans passer par la coercition. On peut avoir un cadre légal relativement large et après, il faudrait contractualiser. Et surtout que l'État accompagne les maires qui construisent. Parce qu'aujourd'hui... Tout le monde va construire. Tout le monde va construire. Mais c'est pas ça la question. C'est pas si vrai que ça. Tout le monde ne construit pas. Et ceux qui construisent... On ne construit pas la même chose. Et ceux qui construisent... Peu importe. Et ceux qui construisent en proportion, les aides de l'État ne suivent pas. Donc on ne pourra pas construire les équipements publics. Et ça, c'est le problème qui vient devant nous dans les 2-3 ans qui viennent. David Rachlin, après, juste comment ça se passe? Quelles sont les décisions que vous avez prises depuis votre élection? Est-ce que vous avez déclenché de nouveaux programmes d'immobilier? Oui, bien sûr que nous avons déclenché. Et moi-même, je suis carencé. On fait entre 30 et 50% de logements sociaux. Encore une fois, moi, j'avais dit que j'étais pas contre le principe. Il y a un certain nombre de personnes qui en ont besoin. Donc, il faut le faire et nous le faisons. Là n'est pas le sujet. Mais je ne comprends pas que vous évitiez les véritables débats quand on ne parle pas des vrais sujets. Quand on ne parle pas de la question des migrants, quand on ne parle pas de la question des clandestins, quand on ne parle pas de la question de l'immigration. Les clandestins n'ont pas accès au logement social. Donc déjà, le problème ne se pose pas. Il y a un certain nombre de logements d'urgence qui pourraient être utilisés pour des Français qui sont en attente d'un logement social. Ils sont en attente. Attendez, permettez-moi juste de terminer. Et puis ensuite, vous pourrez éventuellement répondre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de logements d'urgence qui pourraient parfaitement être utilisés par les Français qui attendent un logement social. Et on ne le peut pas parce que je vous dis, il y a tout un carcan législatif, particulièrement européen, qui nous l'empêche et ne pas aborder ces débats-là, évacuer ces débats-là, comme on a l'habitude, l'RPS depuis maintenant de nombreuses années. Ça nous manque. Oui, mais je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Eh bien, on ne résoudra rien sans aborder les vraies questions. Stéphane Gatignon. Laissez croire que le problème du logement social en France se réglerait si on transformait l'hébergement d'urgence en logement. Enfin, franchement, c'est un gag. C'est un gag. L'hébergement d'urgence, ce sont souvent des chambres qui sont mises à disposition d'une ou deux personnes. Ça n'a strictement rien à voir. Donc je comprends que vous ravachiez tout le temps la même chose parce que c'est votre fonds de commerce. Mais sur des sujets aussi techniques que celui-là, il faut quand même rester dans les clous de la réalité. Stéphane Gatignon, on a 20 secondes pour clore ce vaste débat. Non, je crois que c'est un débat sérieux. On n'a pas abordé aussi la question aujourd'hui, on parle du logement HLM, mais il y a aussi un débat à avoir sur les bailleurs et le mouvement HLM dans son ensemble, sur la question de la gestion aussi, qui est, je pense, un peu oubliée aujourd'hui. Et des contraintes qu'on doit donner aussi dans les types de construction et de comment on travaille demain. Et je pense que, pour finir là-dessus, notamment pour notre zone dense, la question, c'est aussi la question du Grand Paris et comment on arrive à avancer là-dessus. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée à tous.